Ce soir-là, pendant que ma belle-fille levait son verre de champagne en riant avec mes invités, je me suis retrouvée enfermée dans ma propre chambre, comme une vieille chose encombrante qu'on cache avant l'arrivée des convives. Je m'appelle Margot de Villiers. J'ai 72 ans et voici l'histoire que j'ai gardée pour moi bien trop longtemps. C'était le 24 décembre. La neige tombait doucement sur les toits de notre quartier du 16e arrondissement. J'avais passé 3 jours à préparer ce réveillon. Le foie gras poêlé, la dinde au marron, les 13 desserts comme le voulait la tradition de ma grand-mère provençale. Tout devait être parfait. C'était peut-être le dernier Noël que je pouvais offrir à ma famille dans cette maison où j'avais élevé mon fils unique, Laurent. Mais ce que j'ignorais, c'est qu'on ne m'avait laissé tout préparer que pour mieux m'écarter ensuite. Vers 18 heures, alors que je sortais de la cuisine avec mon tablier encore noué, ma belle-fille Céline est apparue en haut de l'escalier. Elle portait cette robe bordeaux que je lui avais offerte pour son anniversaire. Ses talons claquaient sur le parquet avec une assurance qui m'a glacée. « Margot, montez vous reposer un peu avant le dîner », m'a-t-elle dit avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. J'ai senti quelque chose d'étrange dans sa voix, mais j'étais fatiguée. J'ai hoché la tête et je suis montée dans ma chambre. À peine avais-je refermé la porte que j'ai entendu le cliquetis métallique d'une clé dans la serrure. J'ai tourné la poignée. Rien. Verrouillé. Puis sa voix, de l'autre côté, froide comme du marbre. « Restez là, vieille ridicule. Aujourd'hui, c'est seulement pour la famille. » Mon cœur s'est arrêté. J'ai collé mon oreille contre la porte. J'ai entendu ses pas s'éloigner. Puis, des voix, des rires, le tintement des verres qu'on prépare. Et moi, enfermée dans ma propre maison, le soir de Noël. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Je me suis assise au bord de mon lit, les mains tremblantes, et j'ai regardé autour de moi. Cette chambre, mon refuge pendant 43 ans. Les murs couleur ivoire que j'avais choisis après la mort de mon mari. La commode en merisier héritée de ma mère. Et sur la table de nuit, cette photographie dans son cadre en argent, Henri et moi, le jour de notre mariage, devant la mairie du 7e arrondissement. Nous avions 24 ans. Lui en costume 3 pièces, moi en robe de soie blanche avec un bouquet de roses blanches. Henri de Villiers. Mon premier amour, mon seul amour. Il m'avait épousée contre l'avis de sa famille, qui me trouvait trop simple, trop provinciale. Mais lui m'aimait pour ce que j'étais, une fille de Marseille qui parlait avec les mains et qui riait trop fort. Il disait que j'avais ramené le soleil dans sa vie parisienne. Nous avons bâti notre vie ensemble, pierre après pierre. Henri dirigeait un cabinet d'architecture réputé. Moi, j'ai abandonné mes études de lettres pour élever notre fils Laurent. Ce n'était pas un sacrifice, c'était un choix. Je voulais que notre maison soit un lieu de chaleur, de rire, de repas qui duraient des heures. Cette maison du 16e, nous l'avions achetée en 1985. Une bâtisse haussmannienne avec des moulures au plafond et un petit jardin où Laurent jouait avec son camion de pompier rouge. Je me souviens encore de l'odeur de la cire d'abeille que j'utilisais pour faire briller le parquet chaque samedi matin. Je me souviens des dimanches où Henri lisait le Figaro dans le salon pendant que je préparais le gigot. Je me souviens des étés en Provence, dans la Bastide familiale, où Laurent courait pieds nus entre les lavandes. Tout était simple, tout était lumineux. Laurent était un enfant joyeux, curieux, affectueux. Il m'appelait « maman chérie » jusqu'à ses 15 ans. Il me racontait tout, ses premiers émois, ses rêves d'avenir, ses peurs d'adolescent. Nous avions cette complicité rare, cette tendresse qui survit aux années. Puis Henri est mort, un infarctus en pleine réunion de chantier. Il avait 62 ans. Laurent en avait 35. Nous nous sommes retrouvés tous les deux dans cette grande maison, devenue soudain trop silencieuse. Je me suis accrochée à mon fils comme on s'accroche à une bouée. Et lui s'est accroché à moi. Nous avons traversé le deuil ensemble, main dans la main. Pendant 2 ans, nous avons vécu ainsi. Laurent venait dîner 3 fois par semaine. Nous parlions de son père, de ses projets professionnels, de la vie. Il avait repris le cabinet d'Henri et travaillait jour et nuit pour honorer l'héritage paternel. Je voyais bien qu'il était fatigué, seul, un peu perdu. Mais il souriait toujours quand il franchissait ma porte. « Maman, tu es mon port d'attache », me disait-il. Et puis, un soir de septembre, il est arrivé avec elle. Céline Moreau, 32 ans.
blonde, mince, élégante, dans ce style glacé des femmes qui portent du Chanel comme une armure. Elle travaillait dans la communication de luxe. Laurent l'avait rencontrée lors d'un vernissage. « Maman, je te présente Céline. Je crois que c'est sérieux, » avait-il dit avec une lumière dans les yeux que je ne lui avais plus vue depuis longtemps. J'ai souri. J'ai serré la main de Céline. Elle avait une poignée de main ferme, presque masculine. Ses ongles étaient parfaitement vernis en rouge bordeaux. Elle m'a regardé de haut en bas, d'un coup d'œil rapide mais précis, comme on évalue un meuble ancien chez un antiquaire. « Enchantée, Margot », a-t-elle dit en détachant chaque syllabe. Pas Madame de Villiers, pas belle-maman. Margot, directement. J'aurais dû voir le signe. Mais j'étais tellement heureuse de voir Laurent amoureux que j'ai choisi d'ignorer ce premier malaise. Nous avons dîné tous les trois ce soir-là. J'avais préparé un poulet rôti aux herbes de Provence, comme Laurent adorait. Céline n'a presque rien mangé. Elle picorait dans son assiette en parlant de son travail, de ses voyages, de ses relations dans le monde de la mode et de l'art. Elle avait ce ton assuré des gens qui ont toujours eu ce qu'ils voulaient. Laurent la regardait comme on regarde une étoile. Moi, je souriais poliment en resservant du vin. Ils se sont mariés 6 mois plus tard. Un mariage sobre, à la mairie du 16e, suivi d'un déjeuner dans un restaurant étoilé près du Trocadéro. Céline portait une robe ivoire, signée d'un grand couturier. J'avais mis mon tailleur bleu marine, celui que je gardais pour les grandes occasions. Laurent rayonnait. Lors du repas, Céline a levé son verre et a dit, en me fixant droit dans les yeux, « Merci, Margot, d'avoir élevé un homme aussi merveilleux. Maintenant, c'est à moi de prendre soin de lui. » Tout le monde a applaudi. Moi, j'ai senti un nœud dans ma gorge. Ce « maintenant » résonnait comme une mise à l'écart. Mais je me suis dit que j'étais trop sensible, que c'était normal qu'une jeune épouse veuille bâtir son nid, que je devais leur laisser de l'espace. Les mois ont passé. Laurent venait moins souvent. D'abord 2 fois par semaine, puis une fois toutes les 2 semaines. Chaque fois qu'il m'appelait pour annuler un dîner, il disait « Désolé maman, Céline a prévu quelque chose » ou « Céline pense qu'on devrait sortir davantage, voir du monde ». Céline pensait, Céline voulait, Céline décidait. Et moi, je hochais la tête au téléphone en disant « Bien sûr, mon chéri, amusez-vous bien ». Mais chaque soir, je mettais la table pour 2 par habitude, avant de me rappeler que j'allais dîner seule. Je réchauffais une soupe. Je mangeais devant la télévision. Je me couchais tôt en serrant contre moi la veste de pyjama d'Henri que je n'avais jamais pu me résoudre à donner. Un soir, Laurent est venu seul. C'était un mardi pluvieux de novembre. Il avait l'air fatigué, les traits tirés. Je lui ai préparé un gratin dauphinois, son plat préféré depuis l'enfance. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes, puis il a posé sa fourchette et m'a dit « Maman, Céline et moi, on réfléchit à notre avenir. On aimerait avoir des enfants bientôt. Mais l'appartement qu'on loue est trop petit. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. « Cette maison est si grande, » a-t-il continué en regardant autour de lui. « Tu es toute seule ici. 6 pièces, un jardin. Tu ne trouves pas ça un peu excessif ?» J'ai senti mes mains devenir froides. « Tu veux que je vende la maison ?» ai-je murmuré. « Non, non, » s'est-il empressé de dire. « Juste, peut-être qu'on pourrait s'installer ici tous ensemble. Ce serait bien, non? Une vraie famille sous le même toit. Et puis, tu ne serais plus seule. Tu pourrais t'occuper des enfants quand ils arriveront. » Il souriait. Il pensait sincèrement que c'était une bonne idée. Moi, j'ai vu ma vie défiler. Cette maison que j'avais bâtie avec Henri, mon refuge, mon dernier sanctuaire. Mais c'était mon fils, mon seul enfant. Et l'idée de ne plus être seule, de voir des enfants courir à nouveau dans ce jardin, c'était tentant, peut-être même beau. « D'accord, » ai-je dit, « si ça peut vous aider. » Laurent s'est levé d'un bond et m'a serré dans ses bras. « Merci maman, tu es la meilleure. » 2 semaines plus tard, ils emménageaient. Et c'est là que tout a commencé à changer. Assise sur mon lit, enfermée dans ma chambre ce soir de Noël, je touchais du bout des doigts la photographie d'Henri. Si seulement il avait été là. Si seulement il avait pu me protéger de ce qui allait suivre. Mais Henri était parti. Et moi, j'étais seule face à une femme qui avait décidé que cette maison, mon histoire, ma vie, devait désormais lui appartenir. Les premières semaines, j'ai cru que tout irait bien. Céline et Laurent se sont installés dans l'ancienne chambre d'amis du premier étage, celle qui donnait sur le jardin, avec la grande baie vitrée et le balcon en fer forgé. J'ai insisté pour qu'ils prennent cette pièce. C'était la plus belle, la plus lumineuse. Je voulais qu'ils se sentent chez eux.
Moi, j'ai gardé ma chambre au 2e étage. Ma tanière. Mon petit coin de ciel avec vue sur les toits de Paris. Au début, Céline était presque aimable. Elle me saluait le matin quand nous nous croisions dans la cuisine. Elle acceptait que je prépare le dîner. Elle souriait même parfois quand Laurent racontait une anecdote de son enfance. Mais il y avait quelque chose dans son regard, une sorte d'impatience contenue, comme si elle attendait que je commette une erreur, comme si elle comptait les jours avant de pouvoir vraiment prendre possession des lieux. Le premier changement est arrivé un samedi matin de décembre, 3 semaines après leur emménagement. Je me suis levée tôt, comme d'habitude, pour aller acheter des croissants à la boulangerie de la rue de Passy. C'était notre rituel du samedi, avec Henri autrefois, puis avec Laurent quand il était jeune. Les croissants encore tièdes, le café qui embaumait la cuisine, la lumière douce du matin d'hiver. Ces petits bonheurs simples qui rendent la vie belle. Quand je suis rentrée, un carton de déménagement était posé au milieu du salon, ouvert, et dedans, soigneusement emballé dans du papier bulle, se trouvaient mes affaires, mes livres, mes cadres photos, le vase en cristal de Bohême que ma mère m'avait offert pour mes 30 ans, la pendule ancienne qui appartenait à la grand-mère d'Henri, le plaid en cachemire bordeaux que je laissais toujours sur le canapé. Céline était debout près de la fenêtre, en peignoir de soie gris-perle, une tasse de thé à la main. Elle m'a regardé entrer avec mes croissants dans leur sac en papier craft. « Bonjour Margot », a-t-elle dit d'une voix légère. « J'espère que ça ne vous dérange pas, mais j'ai commencé à réorganiser un peu le salon. Il faut qu'on modernise cette pièce. C'est un peu chargé, vous ne trouvez pas ?» J'ai posé le sac sur la table. Mon cœur battait trop fort. « Chargé ?» ai-je répété. « Oui, tous ces bibelots, ces photos, ces objets anciens, ça fait très maison de grand-mère. Laurent et moi, on aimerait quelque chose de plus épuré, plus contemporain. Vous comprenez ?» Elle a souri, un sourire poli, presque compatissant. « Mais ce sont mes affaires, » ai-je dit doucement. « Ce sont mes souvenirs. »« Bien sûr, a-t-elle répondu en posant sa tasse sur le manteau de la cheminée. « Vous pourrez les garder dans votre chambre. Comme ça, vous aurez votre petit univers personnel et nous, on pourra créer le nôtre ici. C'est mieux pour tout le monde, non ?» Laurent est descendu à ce moment-là, en t-shirt et pantalon de jogging, les cheveux ébouriffés. Il a embrassé Céline sur la tempe, puis m'a souri. « Bonjour maman. Ça sent bon les croissants. » J'ai regardé mon fils, mon grand garçon de 40 ans qui avait toujours adoré cette maison, ses objets, ses souvenirs. « Laurent, ai-je dit d'une voix que j'ai essayé de garder stable, Céline veut enlever mes affaires du salon. » Il a jeté un œil au carton, puis à sa femme, puis à moi. « Ah oui, elle m'en a parlé hier soir, » a-t-il dit en se grattant la nuque. « C'est vrai que ça ferait du bien de rafraîchir un peu la déco. Ça fait 40 ans que c'est pareil ici. Non ? 40 ans. » Il le disait comme si c'était une tare. « Mais c'est notre histoire, Laurent, » ai-je murmuré. « C'est la maison de ton père. » Un silence. Céline a posé sa main sur l'épaule de Laurent, un geste doux mais possessif. « Margot, » a-t-elle dit avec un ton maternel qui m'a glacé, « personne ne veut effacer votre histoire. Mais la vie continue. Laurent et moi, on construit notre propre famille maintenant. On a besoin d'espace pour respirer, pour créer nos propres souvenirs. Vous comprenez, n'est-ce pas ? » J'ai compris. Oh oui, j'ai compris. J'ai pris le carton. J'ai monté les escaliers jusqu'à ma chambre. J'ai posé mes livres sur l'étagère. J'ai aligné mes cadres sur la commode. J'ai plié le plaid bordeaux au pied de mon lit. Et j'ai pleuré. Pas de gros sanglots. Juste des larmes silencieuses qui coulaient toutes seules pendant que je rangeais mes fantômes. Quand je suis redescendue 1 heure plus tard, le salon avait déjà changé. Les murs étaient nus, les étagères vidées. Céline avait disposé 3 grandes bougies blanches minimalistes sur la cheminée. C'était froid, c'était vide. C'était comme si on avait effacé 40 ans de vie d'un coup de chiffon. Laurent lisait le journal, assis dans le fauteuil qu'Henri avait acheté en 1988. Il n'a même pas levé les yeux quand je suis passée. Le deuxième changement est venu quelques jours plus tard. J'étais dans la cuisine, en train de préparer un pot-au-feu. C'était un mercredi soir. Dehors, il pleuvait. J'aimais ces soirées d'hiver où l'on cuisine longuement, où les odeurs de légumes et de viande mijotée remplissent la maison d'une chaleur réconfortante. Céline est entrée, en tailleur noir impeccable, ses talons claquant sur le carrelage. Elle revenait du travail. Elle a regardé la casserole sur le feu, puis moi. « Qu'est-ce que vous préparez ?»« Un pot-au-feu, ai-je répondu. « Laurent adore ça. » Elle a souri.
ce même sourire poli et distant. Margot, je pense qu'on doit clarifier certaines choses. Laurent a des problèmes de cholestérol. Le médecin lui a conseillé de manger plus léger. Moins de viande rouge, moins de matière grasse. J'ai arrêté de tourner ma cuillère. Je ne savais pas. Il ne m'a rien dit. C'est récent, a-t-elle dit en ouvrant le réfrigérateur. De toute façon, je préfère m'occuper des repas désormais. Vous avez fait tellement pour lui pendant toutes ces années. C'est à mon tour de prendre soin de mon mari. Mon mari. Elle appuyait sur les mots. Mais j'aime cuisiner, ai-je dit faiblement. Ça me fait plaisir. Je comprends, a-t-elle répondu en sortant une barquette de salade et des tranches de saumon fumées sous vide. Mais il faut penser à la santé de Laurent. Et puis, vous devez être fatigué. À votre âge, c'est normal de vouloir se reposer un peu, non? À votre âge. Ces 3 mots sont restés suspendus dans l'air comme une insulte voilée. J'ai éteint le feu sous le pot-au-feu, j'ai posé le couvercle sur la casserole. J'ai quitté la cuisine sans dire un mot. Ce soir-là, Laurent et Céline ont dîné de salade composée et de saumon fumé. Moi, j'ai mangé seule dans ma chambre, assise sur mon lit, avec un bol de soupe réchauffée. Les semaines suivantes, les changements se sont multipliés. Un matin, j'ai trouvé un plombier dans la salle de bain du rez-de-chaussée, celle que j'utilisais depuis toujours. Céline avait décidé de la transformer en salle d'eau moderne, avec douche à l'italienne et carrelage noir mat. Vous pourrez utiliser celle du premier étage, m'avait-elle dit avec désinvolture. La salle de bain du premier étage était minuscule, coincée sous l'escalier, avec une baignoire sabot et une fenêtre qui fermait mal. Un autre jour, j'ai découvert que mes plantes vertes, mes fidèles compagnes que j'entretenais depuis des années, avaient disparu du salon. Elles prenaient trop de place et attiraient les moucherons, avait expliqué Céline. Puis ce fut le tour du piano. Le vieux piano droit en palissandre que ma mère m'avait légué. Je ne jouais plus beaucoup, mais j'aimais la voir là, dans le coin du salon, près de la fenêtre. Parfois, je m'asseyais et je jouais quelques notes de Satie ou de Debussy. Un matin, des déménageurs sont venus le chercher. « On l'a vendu sur le Bon Coin », m'a annoncé Céline. « Vous ne jouiez jamais de toute façon. Et on a besoin de place pour mettre un nouveau canapé. » J'ai regardé les hommes emporter le piano. J'ai regardé Laurent, debout dans l'entrée, les mains dans les poches, qui ne disait rien. « Laurent, ai-je murmuré, c'était le piano de ta grand-mère. » Il a détourné les yeux. « Je sais, maman. Mais Céline a raison. On ne s'en servait plus. On, plus je, plus nous. On. Comme si nos histoires à nous deux n'existaient plus. Comme si nous étions devenus une seule et même personne. Lui et Céline. Les repas en famille ont cessé. Céline et Laurent mangeaient désormais dans leur chambre, sur un plateau, devant une série Netflix, ou bien ils sortaient dîner au restaurant, entre amis, sans jamais me proposer de les accompagner. Les rares fois où nous nous retrouvions tous les 3 dans la cuisine, Céline monopolisait la conversation. Elle parlait de son travail, de ses projets, de ses relations. Laurent l'écoutait religieusement. Moi, j'étais devenue transparente. Un soir, j'ai osé intervenir dans leur conversation. Ils parlèrent d'un voyage qu'ils prévoyaient en Italie pour le printemps. « La Toscane est magnifique au printemps », ai-je dit. Henri et moi, on y est allés pour nos 20 ans de mariage. On avait loué une petite maison près de Sienne. Céline m'a coupé d'un geste de la main. « Margot, on parle de nos projets là. On verra plus tard pour les souvenirs. » Laurent n'a rien dit. Il ne disait plus jamais rien. Mon fils, mon petit garçon qui me défendait autrefois contre les remarques déplacées des autres enfants à l'école, qui me couvrait de dessins et de poèmes pour la fête des mères, était devenu un étranger poli qui évitait mon regard. Un dimanche après-midi, alors que Céline était sortie faire du shopping avec ses amis, Laurent et moi nous sommes retrouvés seuls dans le salon. J'ai saisi cette occasion comme on s'accroche à une bouée. « Laurent, mon chéri, ai-je commencé doucement, est-ce que tout va bien ?» Il a levé les yeux de son téléphone, surpris. « Oui, maman. Pourquoi ? Je trouve que tu es distant ces derniers temps, que nous ne parlons plus comme avant. » Il a soupiré, comme si je venais de dire quelque chose de fatigant. « Maman, j'ai 40 ans. Je suis mariée. C'est normal que les choses changent. Mais nous sommes toujours mère et fils, non ?» Il s'est levé, a glissé son téléphone dans sa poche. « Bien sûr qu'on l'est. Mais il faut que tu comprennes que Céline est ma priorité maintenant. C'est ma femme. Je ne demande pas à être ta priorité, Laurent. Je demande juste à ne pas être mise de côté. »« Personne ne te met de côté, » a-t-il répondu avec une pointe d'agacement. « C'est toi qui te renfermes. Céline fait des efforts pour que cette cohabitation fonctionne. Toi, tu ne fais que te plaindre. »
J'ai senti mes jambes trembler. Je me plains? Mais Laurent, elle a enlevé toutes mes affaires du salon. Elle a vendu le piano de ta grand-mère. Elle m'a chassé de ma propre cuisine. Elle modernise la maison, maman. C'est différent. C'était ma maison. Ai-je dit, la voix brisée. Il m'a regardé alors, vraiment regardé. Et pendant une seconde, j'ai cru voir une lueur de culpabilité dans ses yeux. Mais Céline est rentrée à ce moment-là, les bras chargés de sacs de boutique de luxe. Elle a embrassé Laurent sur les lèvres, longuement, devant moi. Puis, elle s'est tournée vers moi avec un sourire victorieux. « Margot, j'ai acheté de nouveaux rideaux pour le salon. Du lin blanc naturel. Ça va éclaircir la pièce. Les vôtres étaient vraiment trop sombres. Mes rideaux. Ceux que j'avais fait faire sur mesure il y a 15 ans. Ceux en velours émeraude qui donnaient au salon cette élégance bourgeoise que j'aimais tant. » Laurent a pris les sacs des mains de Céline. « Génial, chérie. Je suis sûre que ça va être magnifique. » Et il est monté avec elle dans leur chambre, me laissant seule au milieu du salon vidé de mon histoire. Ce soir-là, assise sur mon lit, j'ai sorti de mon tiroir une petite boîte en bois. À l'intérieur, il y avait des lettres. Les lettres que Laurent m'écrivait quand il était en colonie de vacances, à 12 ans. « Maman chérie, tu me manques. J'ai hâte de rentrer pour manger tes crêpes et te faire des câlins. Je t'aime plus que tout. Ton Laurent. » J'ai refermé la boîte. J'ai serré contre moi la photographie d'Henri. Et j'ai compris que ce n'était que le début. J'ai passé les semaines suivantes à essayer de me faire petite, invisible, inoffensive. Je me levais tôt, avant eux, pour ne pas encombrer la cuisine. Je prenais mon café rapidement, debout près de l'évier, puis je remontais dans ma chambre. Je descendais seulement quand j'étais sûre qu'ils étaient repartis travailler. Je marchais sur la pointe des pieds dans ma propre maison. Je m'excusais pour tout, pour avoir laissé une tasse dans l'évier, pour avoir mis le chauffage un peu trop fort, pour avoir regardé la télévision dans le salon alors que c'était leur moment de détente. Je pensais que si je me faisais suffisamment discrète, la tension disparaîtrait, que Céline finirait par m'accepter, que Laurent reviendrait vers moi. Mais plus je m'effaçais, plus Céline prenait de la place. Elle a commencé à recevoir ses amies à la maison, des femmes comme elle, minces, élégantes, aux rires aigus et aux conversations superficielles. Elles envahissaient le salon les jeudis après-midi pour ce qu'elle appelait ses « tea parties », du thé matcha bio, des macarons Pierre Hermé, des discussions sur les dernières collections de mode et les restaurants à la mode. La première fois, j'étais dans ma chambre quand j'ai entendu leur voix. Je suis descendue, croyant naïvement qu'on m'inviterait à me joindre à elles. 5 femmes étaient installées sur le nouveau canapé blanc que Céline avait fait livrer. Elles se sont tues quand je suis entrée. « Ah, Margot !» a dit Céline en se levant. « Les filles, je vous présente la mère de Laurent. Elle vit ici avec nous. Elle vit ici, comme une locataire, comme une étrangère qu'on héberge par charité. Enchantée, ai-je murmuré. Elles ont souri poliment. L'une d'elles, une rousse au visage aigu, a dit « C'est gentil de votre part de partager votre maison avec eux. » Céline a ri, un rire cristallin. En fait, c'est plutôt nous qui l'aidons. À son âge, vivre seule dans une si grande maison, ce n'était plus raisonnable. N'est-ce pas, Margot? Toutes les têtes se sont tournées vers moi. J'ai hoché la tête, comme une idiote, comme une complice de mon propre effacement. Oui, c'est vrai. C'est gentil de leur part. « Vous voulez une tasse de thé ?» a proposé Céline avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Non merci, je ne veux pas déranger. »« Vous ne dérangez pas », a-t-elle dit d'un ton qui signifiait exactement le contraire. Je suis remontée dans ma chambre. J'ai entendu leur rire reprendre dès que j'ai refermé la porte. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Les jours se suivaient, identiques, gris comme la pluie de février qui ne semblait jamais vouloir cesser. Je passais mes matinées à marcher dans le quartier. J'allais jusqu'au Trocadéro. Je regardais la tour Eiffel. Je m'asseyais sur un banc même quand il faisait froid. Je tuais le temps. Je fuyais ma propre maison. L'après-midi, je lisais dans ma chambre. Des romans que j'avais déjà lus 10 fois. Les mots défilaient sous mes yeux sans vraiment entrer dans mon esprit. Le soir, j'attendais d'entendre leurs pas dans l'escalier pour descendre me préparer un dîner rapide. Souvent, ils étaient déjà couchés quand je mangeais ma salade ou mon yaourt, assise à la petite table de la cuisine, dans le silence écrasant de cette maison qui n'était plus la mienne. Un soir de mars, alors que je montais me coucher, j'ai entendu leur voix à travers la porte de leur chambre.
Ils se disputaient. J'ai ralenti le pas malgré moi. « Je t'assure qu'elle me regarde bizarrement, » disait Céline. « Elle me juge. Elle pense que je ne suis pas assez bien pour toi. »« Mais non, chérie, » répondait Laurent d'une voix lasse. « Ma mère n'est pas comme ça. Tu ne vois rien. Elle fait tout pour nous pourrir la vie. Elle laisse traîner ses affaires partout. Elle met la télé trop fort. Elle soupire dès qu'elle me voit. Ce sont juste des détails. » « Des détails ? Laurent, j'étouffe dans cette maison. J'ai l'impression d'être surveillée en permanence. On ne peut jamais être vraiment seul. On ne peut jamais vivre notre vie tranquillement. » Un silence. Puis la voix de Laurent, plus douce. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je veux qu'on soit chez nous. Vraiment chez nous. Sans elle. » Mon cœur s'est arrêté. « Tu veux qu'on parte ? » a demandé Laurent. « Non, je veux qu'elle parte. » Un autre silence. Plus long, plus lourd. « Céline, c'est ma mère. C'est sa maison. C'était sa maison. Maintenant, c'est la nôtre. Tu es son héritier, non ? Cette maison te reviendra de toute façon un jour. Pourquoi attendre ? J'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Tu ne peux pas me demander ça, a dit Laurent, mais sa voix manquait de conviction. Je ne te demande rien. Je te dis juste ce dont j'ai besoin. J'ai besoin d'un foyer où je peux respirer, où je peux être moi-même, où on pourra élever nos enfants sans avoir une vieille femme dépressive qui traîne dans les parages. Vieille femme dépressive. Les mots m'ont transpercé comme des lames. Ma mère n'est pas dépressive, a protesté Laurent faiblement. Ah non ? Elle passe ses journées enfermée dans sa chambre ou à errer dans les rues comme une âme en peine. Elle ne voit personne. Elle ne fait rien. Elle survit, Laurent. Elle ne vit plus. Ce n'est bon ni pour elle, ni pour nous. Qu'est-ce que tu proposes ? Il y a de très belles résidences pour seniors dans le 15e. Des endroits avec des activités, des gens de son âge, un encadrement. Elle serait mieux là-bas. Elle se ferait des amis. Elle recommencerait à vivre. Une résidence pour seniors. Un mouroir, oui. Je ne sais pas, Céline. Réfléchis-y, pour nous, pour notre couple, pour notre avenir. J'ai entendu des bruits de baisers, des murmures, puis le silence. Je suis montée dans ma chambre. J'ai fermé la porte à clé. J'ai glissé le long du battant jusqu'à me retrouver assise par terre, les genoux contre ma poitrine. Et j'ai pleuré, comme je n'avais pas pleuré depuis la mort d'Henri. Les jours suivants, j'ai observé Laurent. Je cherchais dans ses yeux un signe qu'il ne m'abandonnerait pas, qu'il me défendrait, qu'il se souviendrait de toutes ces années où j'avais été sa mère, sa confidente, son port d'attache. Mais il évitait mon regard. Il passait devant moi dans le couloir sans vraiment me voir. Il rentrait tard le soir. Il s'enfermait avec Céline dans leur chambre. Et moi, je me faisais de plus en plus petite. J'ai arrêté de descendre au salon. J'ai arrêté de cuisiner, même pour moi. Je vivais de yaourt, de fruits, de pain. Je maigrissais. Mes vêtements flottaient sur mon corps. J'avais des cernes violets sous les yeux. Un matin, alors que je croisais Céline dans l'escalier, elle m'a regardé de haut en bas avec une expression de dégoût à peine voilée. « Margot, vous devriez prendre soin de vous. Vous avez l'air négligée. » J'ai baissé les yeux sur ma robe de chambre froissée, mes cheveux non coiffés. « Oui, pardon, je vais m'arranger. » « Pardon. Toujours pardon. » À la mi-mars, Laurent m'a convoqué dans le salon. C'était un dimanche après-midi. Il était assis dans le fauteuil, très droit, les mains jointes. Céline était debout près de la fenêtre, bras croisés. J'ai senti mon estomac se nouer. « Assieds-toi, maman, » a dit Laurent. Je me suis assise sur le bord du canapé blanc, comme une visiteuse. Laurent a toussé. Il avait l'air gêné. Il ne me regardait pas dans les yeux. « Maman, on voulait te parler de l'avenir. » Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Céline et moi, on a beaucoup réfléchi. On pense que tu serais peut-être mieux dans un environnement plus adapté. Adapté ? Ai-je répété d'une voix blanche. Céline s'est tournée vers moi, les yeux brillants de cette fausse compassion que je reconnaissais maintenant si bien. « Margot, vous êtes seule toute la journée. Vous ne voyez personne. Vous ne faites rien. Ce n'est pas sain. Il existe des résidences magnifiques où vous pourriez avoir une vie sociale, des activités, des sorties organisées. Des gens de votre génération avec qui partager. Vous voulez me mettre en maison de retraite, ai-je dit. Laurent a tressailli. Ce n'est pas une maison de retraite, maman. C'est une résidence-service. C'est très différent. Les gens sont autonomes. Il y a juste un accompagnement et... Je ne veux pas partir, l'ai-je coupé.
Céline a soupiré bruyamment. Margot, soyez raisonnable. Cette maison est trop grande pour vous. L'entretien, les escaliers. À votre âge, c'est dangereux. L'autre jour, vous avez failli tomber dans l'escalier. Je n'ai pas failli tomber, j'ai juste glissé sur une marche. Justement, ça prouve que vous n'êtes plus en sécurité ici. Je me suis tournée vers Laurent. Mon fils, mon seul enfant. Laurent, c'est ta maison aussi. C'est la maison de ton père, de tes grands-parents. Tu as grandi ici. Est-ce que tu veux vraiment que je parte? Il a détourné le regard. Ses doigts tripotaient nerveusement le bord de son pull. Maman, je veux juste que tu sois heureuse. Je suis heureuse ici. Tu ne l'es pas, a dit Céline d'un ton tranchant. Regardez-vous, vous êtes l'ombre de vous-même. Parce que vous m'avez enlevé tout ce qui me rendait vivante, ai-je crié. Ma propre voix m'a surprise. Je n'avais pas crié depuis des années. Céline a reculé d'un pas, les yeux écarquillés. Laurent s'est levé brusquement. Maman, calme-toi. Non, Laurent. Non, je ne me calmerai pas. Cette femme a pris possession de ma maison. Elle a effacé ton père. Elle a effacé notre histoire. Et maintenant, elle veut m'effacer moi aussi. Et toi, tu la laisses faire. Les larmes coulaient sur mes joues. Je tremblais de tout mon corps. Laurent est resté debout, figé, incapable de parler. Céline a mis sa main sur son épaule. Un geste de propriétaire. Je pense que cette conversation est terminée, a-t-elle dit froidement. Margot, quand vous serez calmée et prête à discuter comme une adulte, nous reprendrons cette discussion. En attendant, je vous suggère d'aller vous reposer. Elle me congédiait, dans ma propre maison. J'ai regardé Laurent une dernière fois. J'attendais qu'il dise quelque chose, qu'il me défende, qu'il se souvienne. Mais il n'a rien dit. Alors je suis remontée dans ma chambre. J'ai fermé la porte et je me suis assise sur mon lit, vidée de toute force. Sur ma table de nuit, la photographie d'Henri me regardait. Cet homme droit, intègre, qui m'avait toujours protégée. S'il avait été là, jamais il n'aurait laissé notre fils me trahir ainsi. Mais Henri était mort, et j'étais seule. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je ne partirai pas. C'était ma maison, la maison de mon mari, la maison de ma vie. Je résisterai. Je ne savais pas encore que Céline, elle, avait déjà pris une décision bien plus radicale, et que le pire restait à venir. Les jours suivants, j'ai vécu dans un état de vigilance permanente. Chaque regard, chaque murmure, chaque porte qui se fermait me mettait en alerte. Je savais que quelque chose se tramait. Je le sentais dans l'air, comme on sent l'orage avant qu'il n'éclate. Céline et Laurent se parlaient à voix basse. Ils s'interrompaient quand j'entrais dans une pièce. Ils sortaient souvent, prétextant des courses ou des rendez-vous professionnels, mais je voyais bien qu'ils me mentaient. Un matin d'avril, alors qu'ils étaient tous les deux partis travailler, je suis descendue dans la cuisine pour me préparer du thé. Sur le comptoir, près de la machine à café, j'ai aperçu une enveloppe blanche. Elle était ouverte, négligemment posée là, comme si quelqu'un l'avait lue rapidement avant de partir. Je n'ai pas l'habitude de fouiller dans les affaires des autres. Mais cette enveloppe portait l'entête d'un cabinet d'avocats, Maître Arnaud Mercier, droit immobilier et succession. Mon sang s'est glacé. J'ai sorti la lettre avec des mains tremblantes. C'était un courrier adressé à Laurent. Je l'ai lu, debout près de l'évier, le souffle court. Monsieur de Villiers, suite à notre entretien du 12 mars dernier, nous vous confirmons qu'en tant qu'héritier unique de Madame Margot de Villiers, vous êtes en droit d'entamer une procédure de donation-partage anticipée concernant le bien 66, rue Spontini, Paris 16e arrondissement. Toutefois, cette procédure requiert l'accord explicite de votre mère, propriétaire actuelle du bien. Dans le cas où Madame de Villiers refuserait de donner son consentement, il existe des dispositifs juridiques permettant d'établir une mise sous tutelle ou curatelle si son état de santé mentale ou physique peut être considéré comme défaillant. Nous restons à votre disposition pour étudier les différentes options qui s'offrent à vous. Cordialement, Maître Arnaud Mercier. J'ai relu la lettre 3 fois. Chaque mot s'enfonçait dans ma chair comme un clou. Donation-partage anticipée, mise sous tutelle, état de santé défaillant. Ils voulaient me prendre ma maison, légalement. Et si je refusais, ils étaient prêts à me faire passer pour folle. Mes jambes se sont dérobées sous moi. Je me suis assise sur une chaise, la lettre serrée entre mes doigts. Laurent, mon fils. Il consultait des avocats pour me dépouiller. J'ai pensé à toutes ces années où je l'avais élevé seul après les longues journées de travail d'Henri, à tous ces repas préparés avec amour,
à toutes ces nuits blanches quand il était malade, à toutes ces heures passées à l'aider pour ses devoirs, à l'encourager, à le consoler. Et maintenant, il planifiait froidement de me retirer mon toit. J'ai entendu la clé tourner dans la serrure d'entrée. Mon cœur s'est emballé. J'ai replié précipitamment la lettre. Je l'ai remise dans l'enveloppe et je l'ai reposée exactement là où je l'avais trouvée. Céline est entrée, chargée de sacs de courses. Elle m'a vue dans la cuisine et s'est figée une seconde. « Margot, vous êtes là ?»« Oui, je préparais du thé. » Elle a posé ses sacs sur le comptoir, son regard glissant rapidement vers l'enveloppe. J'ai vu une lueur de panique traverser ses yeux. « Vous avez besoin d'aide pour le thé ?» a-t-elle demandé d'un ton faussement aimable. « Non, merci. Je vais remonter. » Je suis sortie de la cuisine aussi calmement que possible, mais mes jambes tremblaient. Une fois dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte et je me suis effondrée sur mon lit. Ils allèrent me prendre ma maison. Et s'ils n'y arrivaient pas par la douceur, ils me feraient déclarer inapte. J'ai passé l'après-midi à réfléchir. Devais-je affronter Laurent ? Devais-je partir de moi-même avant qu'il ne me chasse ? Devais-je consulter moi aussi un avocat ? Mais qui me croirait ? J'étais une vieille femme de 72 ans, seule, sans ressources propres. Henri avait placé tous nos biens à son nom pour des raisons fiscales. Après sa mort, tout m'était revenu. Mais je n'avais jamais travaillé. Je vivais de la pension de réversion de mon mari et de quelques économies qui fondaient chaque mois. Laurent, lui, était architecte reconnu. Il avait des relations, de l'argent, des avocats, et surtout, il avait Céline à ses côtés, cette femme qui savait exactement comment manipuler les situations à son avantage. Le soir, au dîner, j'ai observé mon fils. Il mangeait en silence, les yeux rivés sur son assiette. Céline, elle, pépiait joyeusement à propos d'un nouveau projet de décoration qu'elle voulait lancer dans le salon. « On pourrait abattre cette cloison entre le salon et la salle à manger, » disait-elle. « Ça créerait un grand espace ouvert, lumineux, moderne. Abattre des murs, effacer encore plus de notre histoire. Qu'en penses-tu, chérie ?» a-t-elle demandé à Laurent en posant sa main sur la sienne. « Oui, pourquoi pas ?» a-t-il murmuré sans conviction. J'ai posé ma fourchette. « Laurent, j'ai vu une lettre ce matin. » Dans la cuisine. Le silence s'est abattu sur la table comme une chape de plomb. Laurent a relevé la tête brusquement. Céline s'est raidie. « Quelle lettre ?» a demandé Laurent d'une voix blanche. « Celle de l'avocat, Maître Mercier. » Céline a lancé un regard noir à Laurent, comme pour dire « Je t'avais dit de la ranger. » Laurent a posé ses couverts. Il respirait plus vite. « Maman, je peux t'expliquer ? Tu consultes des avocats pour me prendre ma maison. Ce n'est pas ça. » Alors quoi ? Il s'est passé la main dans les cheveux, ce geste nerveux qu'il faisait enfant quand il savait qu'il avait fait une bêtise. « Maman, on voulait juste se renseigner sur les options, pour l'avenir. »« Pour l'avenir ? Tu veux dire pour mon avenir sans moi ?» Céline a soupiré bruyamment. « Margot, ne soyez pas dramatique. Nous essayons simplement d'anticiper. Vous ne rajeunissez pas. Un jour ou l'autre, il faudra bien organiser les choses. » « Organiser les choses ? Vous voulez dire me mettre sous tutelle ? Me faire passer pour folle ? » « Personne ne veut vous faire passer pour folle, » a dit Laurent d'un ton apaisant. « C'était juste une consultation juridique, pour savoir quelles étaient les possibilités. Les possibilités de me dépouiller, tu veux dire ?» Laurent a baissé les yeux. « Maman, cette maison vaut très cher, plusieurs millions d'euros. Si quelque chose t'arrivait, il y aurait des frais de succession énormes. Je perdrais une grande partie de l'héritage. L'avocat nous a juste expliqué qu'une donation de ton vivant serait plus avantageuse fiscalement. » « Avantageuse pour qui, Laurent ? Pour toi ? Ou pour elle ?» J'ai pointé Céline du doigt. Elle a souri froidement. « Pour votre fils, Margot, pour qu'il ne soit pas ruiné par des impôts absurdes. Vous devriez être contente qu'il pense à son avenir. Et moi ? Mon avenir ? Vous y pensez ? » « Bien sûr, » a dit Laurent. « Tu pourrais garder l'usufruit. Tu continuerais à vivre ici. Rien ne changerait, sauf que juridiquement, la maison serait à mon nom. » Je les ai regardés tous les deux, ces deux visages qui me parlaient comme à une enfant qu'il faut convaincre de donner son jouet. « Et si je refuse ?» Céline a croisé les bras. « Alors on devra envisager d'autres solutions. Comme me faire interner ? Personne ne parle d'internement, » a coupé Laurent. « Mais si tu deviens incapable de gérer tes affaires, si ta santé se dégrade, il faudra bien que quelqu'un prenne le relais. Ma santé est parfaite. » Céline a émis un petit rire méprisant. « Margot, vous ne sortez plus. Vous ne voyez personne.
Vous passez vos journées enfermées dans votre chambre. Vous maigrissez. Vous avez l'air déprimé en permanence. N'importe quel médecin pourrait constater que vous n'allez pas bien. J'ai compris alors. C'était leur stratégie. Me pousser à bout, m'isoler, me fragiliser, pour ensuite prouver que j'étais inapte. Vous avez tout planifié, n'est-ce pas? Ai-je murmuré. Laurent a secoué la tête. Maman, arrête. Tu deviens paranoïaque. Paranoïaque. Le mot était lâché. Je me suis levée de table. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli renverser mon verre. Je ne signerai rien. Et je ne partirai pas. Cette maison est à moi. Pour combien de temps encore? A lâché Céline avec un sourire venimeux. Laurent lui a lancé un regard de reproche, mais il n'a rien dit pour me défendre. Je suis remontée dans ma chambre. J'ai verrouillé la porte. Et j'ai pleuré jusqu'à ce que mes yeux soient tellement gonflés que je ne voyais presque plus rien. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai réfléchi. J'ai tourné et retourné le problème dans ma tête. Et j'ai compris que je devais agir. Vite. Le lendemain matin, pendant qu'ils étaient au travail, j'ai fouillé discrètement dans leur chambre. Je cherchais des preuves, des documents, quelque chose qui pourrait me protéger. Dans le tiroir de la table de nuit de Céline, j'ai trouvé un dossier. À l'intérieur, des dizaines de pages imprimées, des articles sur la mise sous tutelle des personnes âgées, des témoignages de familles ayant réussi à placer un parent en établissement contre son gré, des informations sur les démarches à suivre, les médecins à consulter, les arguments juridiques à utiliser. Elle avait tout prévu, tout noté, tout organisé. Il y avait même une liste manuscrite de son écriture élégante et appliquée. Documenter comportements inhabituels, faire constater état dépressif par médecin, obtenir certificat médical, Dr Rousseau, à relancer, contacter assistante sociale, préparer dossier de placement, résidence Les Magnolias, 15e, transférer compte bancaire. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. À la dernière page du dossier, il y avait une note, griffonnée rapidement, si résistance trop forte, accélérer. Solution radicale si nécessaire, l'attendre. L'attendre. Qu'est-ce que ça voulait dire? J'ai photographié toutes les pages avec mon vieux téléphone portable. Mes mains tremblaient tellement que certaines photos étaient floues, mais j'ai fait de mon mieux. J'ai tout remis en place exactement comme je l'avais trouvé. Puis, je suis remontée dans ma chambre. J'avais des preuves maintenant. Des preuves que Céline orchestrait méthodiquement ma mise à l'écart. Mais que faire de ces preuves? À qui les montrer? J'ai pensé à appeler la police. Mais pour leur dire quoi? Que ma belle-fille voulait me mettre en maison de retraite? Ce n'était pas illégal. Que mon fils consultait des avocats? C'était son droit. J'étais piégée. Le soir même, Céline est rentrée avec un homme en costume gris. Elle l'a présenté comme le docteur Rousseau, un médecin généraliste qui faisait des consultations à domicile. « Margot », a-t-elle dit avec un sourire mielleux, « j'ai pris rendez-vous pour vous. Je trouve que vous n'avez pas l'air en forme ces derniers temps. Le docteur va vous examiner? Je n'ai pas besoin de médecin. »« Maman, s'il te plaît, » a dit Laurent qui venait d'arriver derrière eux. « Fais-le pour moi, pour me rassurer. » Le docteur Rousseau m'a souri. Un sourire professionnel, impersonnel. « Ce sera très rapide, madame. Juste un petit bilan de santé. » Je me suis retrouvée assise dans le salon, face à cet homme qui prenait ma tension, écoutait mon cœur, regardait mes yeux avec une petite lampe. « Comment vous sentez-vous au quotidien, madame de Villiers? Bien? Vous dormez bien? Oui? Pas de troubles de l'humeur? De la tristesse? De l'anxiété ?» Céline était debout derrière lui, les bras croisés, me fixant avec insistance. « Non, tout va bien. Madame de Villiers a perdu beaucoup de poids ces derniers mois, » est intervenue Céline. Elle ne sort plus, elle s'isole dans sa chambre. Elle semble déprimée. Le médecin a noté quelque chose dans son carnet. « Madame, avez-vous perdu l'appétit? » « Un peu, ai-je admis. »« Des troubles de la mémoire? Des oublis? » ?»« Non. »« Vous prenez des médicaments? » ?»« Non. » « Elle refuse de se soigner, » a ajouté Céline, même quand on le lui suggère. Le médecin m'a regardé avec cette expression de pitié condescendante que je commençais à trop bien connaître. « Madame de Villiers, la dépression chez les personnes âgées est très fréquente. Ce n'est pas une honte. Il existe des traitements qui peuvent vous aider. Je ne suis pas dépressive. Le déni fait partie des symptômes, » a-t-il dit doucement. J'ai compris alors que tout était joué. Quoi que je dise, ce médecin rédigerait un certificat attestant de mon état dépressif. Céline avait gagné. Après le départ du médecin, je suis remontée dans ma chambre.
J'ai sorti la photographie d'Henri. Je l'ai regardée longuement, comme si elle pouvait me donner la force de continuer. « Henri », ai-je murmuré, « qu'est-ce que je dois faire ?» Mais Henri ne répondait pas. Il souriait sur cette photo jaunie, figée dans un bonheur révolu. J'étais seule, complètement seule. Et le piège se refermait sur moi, jour après jour, comme les mâchoires d'un étau. Les jours qui ont suivi la visite du médecin ont été les plus sombres de ma vie. Plus sombres encore que les semaines qui avaient suivi la mort d'Henri. Car au moins, à l'époque, j'avais Laurent à mes côtés. J'avais l'amour de mon fils pour m'aider à traverser le deuil. Maintenant, je n'avais plus rien, même pas l'illusion d'être aimée. Je passais mes journées enfermée dans ma chambre. Je ne descendais plus que pour chercher un peu d'eau ou un fruit quand j'étais certaine qu'ils n'étaient pas là. Je maigrissais de jour en jour. Mon reflet dans le miroir me faisait peur. Une vieille femme aux yeux creux, aux cheveux ternes, au visage creusé par le chagrin. Céline avait raison sur un point. Je dépérissais. Mais ce n'était pas la vieillesse qui me tuait. C'était eux. Un après-midi de la fin avril, j'ai entendu des voix dans le jardin. J'ai regardé par la fenêtre de ma chambre. Céline et Laurent étaient assis sur la terrasse, un dossier ouvert entre eux sur la table en fer forgé. Je les ai observés. Ils parlaient calmement, presque joyeusement. Laurent hochait la tête. Céline souriait. Ils avaient l'air d'un couple normal, discutant tranquillement de leur projet d'avenir. Sauf que leur projet, c'était ma disparition. Ce soir-là, je n'ai rien mangé. Je suis restée allongée sur mon lit, les yeux fixés au plafond, à écouter les bruits de la maison, leur rire, le cliquetis de leur couvert pendant le dîner, le son de la télévision, puis leurs pas dans l'escalier, la porte de leur chambre qui se refermait, le silence. Vers minuit, je me suis levée. J'avais soif. J'ai descendu les escaliers pieds nus en faisant attention à ne pas faire craquer les marches. La maison était plongée dans l'obscurité. Je suis entrée dans la cuisine. J'ai ouvert le réfrigérateur, la lumière blanche m'a éblouie. J'ai pris une bouteille d'eau. C'est alors que j'ai entendu des voix, étouffées, mais distinctes. Elles venaient du salon. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Je me suis approchée sans bruit. La porte du salon était entr'ouverte. Une faible lumière filtrait, celle d'un ordinateur portable, probablement. J'ai reconnu la voix de Céline, basse, intense. « Je te dis que ça traîne trop. Elle refuse de signer. Elle refuse de partir. On perd du temps. Céline, sois patiente. Le docteur a fait son certificat. On a un dossier médical maintenant. L'avocat dit que ça va suffire. Ton avocat dit... Ça fait 3 mois qu'on attend. Et pendant ce temps, elle est toujours là, comme un boulet. C'est ma mère. Ta mère est un obstacle, Laurent. Un obstacle entre nous et notre vie. » Un silence. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je la jette dehors de force? » « Non, je veux que tu signes les papiers que Maître Mercier a préparés. La demande de mise sous curatelle. Une fois que c'est fait, on aura le contrôle total. On pourra la placer, vendre la maison, tout régler. Elle va se battre. Avec quoi? Elle n'a pas d'argent, pas d'avocat, pas d'amis. Personne ne la croira. Tout le monde pensera qu'elle devient sénile. Je ne sais pas, Céline. Ça me met mal à l'aise. Mal à l'aise? Laurent, écoute-moi bien. J'ai entendu le bruit d'une chaise qu'on tire. Des pas. Nous avons 32 et 40 ans. Nous voulons des enfants. Nous voulons vivre. Cette maison vaut 4 millions d'euros. 4 millions. Avec cet argent, on pourrait acheter un appartement magnifique, investir, voyager, offrir à nos enfants le meilleur. Au lieu de ça, on est coincé ici avec une vieille femme qui s'accroche à un passé mort. Céline, non, laisse-moi finir. Ta mère a eu sa vie. Elle a eu son mari, sa maison, son fils. Elle a tout eu. Maintenant, c'est notre tour. Et si elle ne veut pas comprendre, tant pis pour elle. Tu parles comme si tu voulais... Quoi? La faire disparaître? Un rire froid, cristallin. Ne sois pas stupide. Je ne suis pas une criminelle. Mais je suis réaliste. Les vieilles personnes fragiles, ça meurt facilement. Une chute dans l'escalier, une crise cardiaque, une pneumonie après un coup de froid. Ce sont des choses qui arrivent. Mon sang s'est figé dans mes veines. Céline, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je dis qu'il faut parfois laisser faire la nature et l'aider un peu, si nécessaire. Tu es folle. Je suis lucide. Et toi, tu es faible. Un silence. Long, lourd, puis la voix de Laurent, plus basse, presque inaudible. Je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose. Alors signe les papiers. Fais-la placer légalement.
Comme ça, on n'aura pas à improviser. Tu me fais peur parfois. Et toi, tu me déçois. Je croyais avoir épousé un homme capable de prendre des décisions, de protéger sa famille, de faire ce qu'il faut pour notre avenir. C'est ce que je fais. Non, tu hésites, tu culpabilises, tu te comportes comme un enfant qui a peur de déplaire à sa maman. Grandis, Laurent. Un autre silence, puis des bruits de baisers, des murmures, la voix de Céline, douce maintenant, caressante. Je t'aime, mon chéri, mais il faut que tu choisisses, elle ou moi, le passé ou l'avenir. Je t'ai choisi. Alors prouve-le. Signe ces papiers demain et finissons-en. J'ai reculé lentement, les jambes tremblantes. J'avais entendu assez. Trop. Je suis remontée dans ma chambre. J'ai fermé la porte à clé. Je me suis assise sur mon lit, la bouteille d'eau serrée contre ma poitrine comme un bouclier dérisoire. Céline voulait ma mort. Pas directement, peut-être, mais elle l'attendait. Elle la souhaitait. Elle était même prête à l'aider un peu. Et Laurent, mon fils qui m'avait aimé, qui m'avait appelé maman chérie pendant tant d'années? Il hésitait. Il avait peur. Mais il ne m'avait pas défendu. Il n'avait pas dit « non, jamais ». Il avait juste dit qu'il ne voulait pas qu'il m'arrive quelque chose. Mais il ne ferait rien pour m'en empêcher. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise sur mon lit, les genoux contre ma poitrine, à regarder la porte. Chaque craquement de la maison me faisait sursauter. Chaque bruit de pas me terrifiait. Qu'allait-il faire? Me pousser dans l'escalier et prétendre que j'étais tombée? Mettre quelque chose dans ma nourriture? M'enfermer dans ma chambre jusqu'à ce que je meure de faim ou de désespoir? Au petit matin, j'ai pris une décision. Je devais partir, immédiatement, avant qu'ils ne mettent leur plan à exécution. Mais où aller? Je n'avais pas d'amis proches. Ma famille de Marseille était morte ou dispersée depuis longtemps. Je n'avais pas d'argent, juste ma carte bancaire dont Laurent connaissait le code. Si je retirais une grosse somme, il le saurait immédiatement. J'étais prisonnière de ma propre vie. J'ai passé la matinée à faire semblant d'être normale. Je suis descendue prendre un café. J'ai croisé Céline dans la cuisine. Elle m'a souri. « Bonjour Margot, vous avez meilleure mine aujourd'hui. » J'ai hoché la tête, incapable de parler. « Laurent et moi, on sort ce soir. Un dîner avec des amis. Vous serez seule. Ça ira? » « Oui, ça ira. » « Parfait. » Elle est partie en claquant des talons sur le parquet. Seule. J'allais être seule ce soir. C'était peut-être ma chance. Dans l'après-midi, pendant qu'ils étaient tous les deux au travail, j'ai préparé un petit sac, quelques vêtements, ma brosse à dents, la photographie d'Henri, mes papiers d'identité, le peu d'argent liquide que j'avais dans mon tiroir, 180 €. J'allais partir, cette nuit. Je ne savais pas où, mais je partirais. Vers 18 h, Laurent et Céline sont rentrés. Ils se sont changés rapidement. Laurent a passé la tête dans ma chambre. « Maman, on sort. Il y a de la soupe dans le frigo si tu as faim. On rentre tard. Ne nous attends pas. » « D'accord, mon chéri. » Il a refermé la porte sans même entrer, sans même me regarder vraiment. J'ai entendu leurs pas dans l'escalier, la porte d'entrée qui claque, le bruit de la voiture qui démarre, le silence. J'ai attendu une demi-heure pour être certaine qu'il ne reviendrait pas. Puis j'ai pris mon sac. J'ai enfilé mon manteau. J'ai mis mon foulard. J'allais sortir quand j'ai entendu un bruit à l'étage du dessous. Mon cœur s'est arrêté. Quelqu'un était dans la maison. Des pas, lents, méthodiques. J'ai ouvert ma porte avec précaution. J'ai regardé dans l'escalier. Céline était là, en bas, dans le salon. Elle ne m'avait pas vue. J'ai retenu mon souffle. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle était censée être partie dîner avec Laurent. Je l'ai observée. Elle fouillait dans le secrétaire, ce meuble ancien où je rangeais mes papiers importants. Elle ouvrait les tiroirs, sortait des documents, les photographiait avec son téléphone. Mon testament, mon acte de propriété, mes relevés bancaires. Elle volait mes informations. Puis elle a sorti quelque chose de son sac à main, une pochette en plastique. Elle l'a ouverte délicatement. À l'intérieur, il y avait des comprimés. Mon sang s'est glacé. Elle s'est dirigée vers la cuisine. Je l'ai suivie du regard, cachée en haut de l'escalier. Elle a ouvert le réfrigérateur. Elle a sorti la bouteille de soupe. Elle l'a ouverte. Elle a écrasé plusieurs comprimés dans un verre, a ajouté un peu d'eau, a mélangé jusqu'à dissolution complète. Puis, elle a versé le liquide dans la soupe. Elle a refermé la bouteille, l'a secouée doucement pour mélanger. Elle a tout remis en place dans le réfrigérateur. J'ai compris.
Si j'avais mangé cette soupe ce soir, j'aurais eu un malaise. Peut-être une crise cardiaque, peut-être pire. Et tout le monde aurait pensé que c'était naturel. Une vieille femme fragile, dépressive, dont le cœur avait lâché. Céline est repartie aussi discrètement qu'elle était venue. J'ai entendu la porte d'entrée se refermer en douceur. Je suis restée immobile pendant de longues minutes, en état de choc. Puis, j'ai descendu les escaliers. J'ai ouvert le réfrigérateur. J'ai pris la bouteille de soupe. J'ai regardé ce liquide vert pâle, innocent en apparence. Ma mort était là, dans cette bouteille, préparée avec soin. J'ai versé la soupe dans l'évier. J'ai rincé la bouteille plusieurs fois. J'ai tout jeté. Puis je me suis assise à la table de la cuisine, tremblante. Il voulait vraiment ma mort. Ce n'était plus une menace voilée. Ce n'était plus des insinuations. C'était concret, réel, immédiat. J'ai sorti mon téléphone. J'ai failli appeler la police. Mais qu'est-ce que je leur dirais? Que ma belle-fille avait mis quelque chose dans ma soupe, sans preuve, sans témoin. Ils penseraient dès que j'étais folle, sénile, paranoïaque. Exactement ce que Céline voulait. J'ai repensé à cette phrase dans son dossier. Si résistance trop forte, accélérer. Solution radicale si nécessaire. L'attendre. Elle ne m'attendait plus. Elle agissait. J'ai regardé autour de moi. Cette cuisine où j'avais préparé des milliers de repas. Ce salon où j'avais élevé mon fils. Cette maison que j'avais aimée, entretenue, chérie pendant 43 ans. Et j'ai compris que si je restais une nuit de plus, je risquais de ne jamais en ressortir vivante. J'ai pris mon sac, j'ai enfilé mon manteau, et je suis partie. J'ai marché dans les rues du 16e arrondissement, sans destination précise. Il faisait froid, il pleuvait légèrement. Les gens rentraient chez eux, pressés, abrités sous leur parapluie. Moi, je marchais comme une ombre, une vieille femme invisible dans la nuit parisienne. J'ai fini par entrer dans un café près du Trocadéro. Je me suis assise au fond, près des toilettes. J'ai commandé un thé. La serveuse m'a regardée avec pitié. J'ai sorti la photographie d'Henri de mon sac. Je l'ai posée sur la table devant moi. « Henri, ai-je murmuré, je suis désolée. J'ai échoué. Je n'ai pas su protéger notre maison. Je n'ai pas su garder notre fils. Pardon. » Les larmes coulaient, silencieusement sur mes joues. Je suis restée là jusqu'à la fermeture du café, à 23 heures. Puis, j'ai erré encore, ne sachant où aller. Finalement, je me suis retrouvée devant l'église Sainte-Clotilde. Les portes étaient fermées, mais il y avait un petit porche abrité. Je me suis assise sur les marches de pierre, mon sac serré contre moi. J'ai passé la nuit là, recroquevillée, tremblante de froid et de peur. Et pendant que je grelottais sur ces marches d'église, Laurent et Céline dînaient tranquillement au restaurant, convaincus que leur plan allait bientôt aboutir. Ils ne savaient pas encore que j'avais compris, que j'avais vu, et que même brisée, même seule, même terrifiée, j'allais me battre, parce qu'au fond de mon désespoir, une petite flamme s'était rallumée, la flamme de la survie, et celle de la justice. J'ai passé 3 jours et 3 nuits à errer dans Paris comme une âme en peine. Le premier jour, j'ai dormi sur un banc du Champ de Mars, caché derrière un buisson, mon sac serré contre moi. Les touristes passaient, prenaient des photos de la tour Eiffel, riaient. Personne ne me voyait. J'étais devenue invisible, une de ces vieilles femmes que l'on croise dans les rues et que l'on oublie aussitôt. Le deuxième jour, j'ai mangé un sandwich dans une boulangerie. 5,50 €. Il me restait 174 €. J'ai calculé, si je ne dépensais que 10 € par jour, je pouvais tenir 17 jours. Et après, je ne savais pas. Le troisième jour, alors que je marchais sans but près du Luxembourg, mon téléphone a sonné. Laurent. J'ai regardé l'écran vibrer dans ma main. 10 appels, 15, 20, puis des messages. « Maman, où es-tu ? On s'inquiète. »« Maman, réponds s'il te plaît. »« Maman, on a appelé les hôpitaux. Si tu ne donnes pas de nouvelles, on va devoir alerter la police. » La police, bien sûr. Ils allaient me faire rechercher. Et quand ils me retrouveraient, ils diraient que j'étais confuse, sénile, incapable de me débrouiller seule. Ils utiliseraient ma fugue comme preuve de mon incapacité mentale. J'ai éteint mon téléphone. Le soir du 3e jour, épuisée, frigorifiée, affamée, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. Je suis entrée dans un centre d'accueil pour personnes sans abri dans le 13e arrondissement. L'odeur m'a saisie dès l'entrée. Un mélange de désinfectant, de sueur et de misère. Des dizaines de personnes attendirent déjà, des hommes au visage buriné,
Des femmes aux yeux vides, quelques jeunes au regard dur. Et moi, Margot de Villiers, qui avait grandi dans une famille bourgeoise marseillaise, qui avait épousé un architecte, qui avait vécu 40 ans dans une maison haussmannienne du 16e. J'étais là, parmi les exclus, les oubliés. Une bénévole m'a accueillie. Une jeune femme brune aux yeux doux. « Bonsoir, madame. Vous cherchez un lit pour cette nuit ?» J'ai hoché la tête, incapable de parler. « Vous avez des papiers d'identité ?» J'ai sorti ma carte d'identité de mon sac. Elle l'a regardée, puis m'a regardée avec surprise. « Vous habitez dans le 16e ?» J'habitais. Elle n'a pas posé d'autres questions. Elle m'a donné un plateau repas, une soupe, du pain, un yaourt, et m'a attribué un lit dans le dortoir des femmes. Cette nuit-là, allongée sur un matelas étroit qui sentait l'eau de Javel, entourée de femmes qui ronflaient, gémissaient ou pleuraient dans leur sommeil, j'ai pensé à ma chambre, mon lit douillet, mes draps de lin blanc, la vue sur les toits de Paris. J'ai pleuré en silence jusqu'à ce que l'épuisement m'emporte. Le lendemain matin, la bénévole m'a prise à part. « Madame de Villiers, je peux vous parler ?»« Oui, vous n'avez pas le profil habituel de nos résidents. » Que s'est-il passé ? J'ai hésité. Puis tout est sorti, d'un coup, comme une digue qui cède. Je lui ai tout raconté. Céline, Laurent, la maison, les avocats, le médecin complice, la soupe empoisonnée, ma fuite. Elle m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, elle a pris ma main. « Madame, ce que vous décrivez est très grave. Vous devez porter plainte. Personne ne me croira. Ils ont des avocats, des certificats médicaux. Ils vont dire que je suis folle. Vous n'êtes pas folle. Vous êtes victime de maltraitance, d'abus de faiblesse, peut-être même de tentative d'homicide. Je n'ai aucune preuve. J'ai jeté la soupe. Vous avez les photos que vous avez prises du dossier de votre belle-fille, non? Sur votre téléphone? J'ai sorti mon vieux téléphone. J'ai montré les photos. Elles étaient floues, mais lisibles. C'est un début, a-t-elle dit. Attendez-moi ici. Elle est revenue 1 heure plus tard avec un homme d'une 50aine d'années en costume sobre. Il s'est présenté. « Maître Philippe Girard, je suis avocat bénévole pour cette association. Madame, je peux vous aider. » Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti une lueur d'espoir. Maître Girard a étudié mon dossier. Les photos du dossier de Céline, la lettre de Maître Mercier, les messages de Laurent. « Madame de Villiers, vous avez été victime d'une tentative de captation d'héritage et potentiellement d'une tentative d'homicide. Nous allons porter plainte. Et nous allons demander une mesure de protection. Mais je n'ai pas d'argent pour vous payer. Vous êtes en situation de précarité. Vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle. Ne vous inquiétez pas. » Les jours suivants ont été un tourbillon de démarches. Dépôt de plainte au commissariat. Rendez-vous avec une assistante sociale. Constitution du dossier. La police a convoqué Laurent et Céline pour une audition. Je n'étais pas présente, mais Maître Girard m'a raconté. Laurent avait nié en bloc. Il avait dit que j'étais malade, confuse, que je m'inventais des histoires, que j'avais fugué parce que je refusais d'accepter la réalité de mon déclin. Céline avait joué la belle-fille éplorée. Elle avait dit qu'elle m'aimait comme sa propre mère, qu'elle s'inquiétait pour moi, qu'elle avait simplement voulu m'aider en me proposant une résidence adaptée, que j'avais tout mal interprété. Concernant la soupe, elle avait dit que c'était ridicule, qu'elle était au restaurant ce soir-là avec Laurent, qu'il y avait des dizaines de témoins. Et c'était vrai, ils avaient un alibi, parce qu'elle était revenue en douce, sans que personne ne le sache. Mais comment le prouver? Le procureur a classé l'affaire sans suite. Insuffisance de preuves. Quand Maître Girard m'a annoncé la nouvelle, j'ai senti le monde s'écrouler à nouveau. Mais les photos du dossier, le certificat médical falsifié? Madame, les photos sont floues. On ne peut pas prouver que c'est l'écriture de votre belle-fille. Le certificat médical n'a rien d'illégal. Vous présentez effectivement des signes de dépression. Les consultations chez l'avocat ne sont pas un crime. Tout ce que vous avez, ce sont des indices, pas des preuves. Donc ils ont gagné. Non, ils n'ont pas gagné. Parce que vous êtes vivante, parce que vous êtes sortie de cette maison, parce que vous vous battez. Mais je n'ai plus rien. Plus de maison, plus de famille, plus de vie. Vous avez votre dignité, a-t-il dit doucement. Et ça, personne ne pourra jamais vous l'enlever. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? 3 semaines après ma fuite, j'ai reçu un courrier recommandé au centre d'accueil. C'était une assignation en justice. Laurent demandait ma mise sous curatelle renforcée pour troubles psychiatriques et impossibilité de gérer mes affaires.
Il demandait à être nommé curateur. Et il demandait l'autorisation de vendre la maison pour financer mon placement en établissement spécialisé. J'ai lu et relu le document. Les mots dansaient devant mes yeux. Mon propre fils, mon enfant, celui que j'avais porté, élevé, aimé plus que tout au monde. Il voulait me faire enfermer, me déclarer folle, me voler ma maison, me faire disparaître. Maître Girard a organisé une contre-attaque. Nous avons demandé une expertise psychiatrique indépendante. Le juge a accepté. J'ai passé 3 heures avec une psychiatre dans un cabinet austère du 14e arrondissement. Elle m'a posé des centaines de questions. Sur mon enfance, mon mariage, Laurent, Céline, la maison, ma fuite. À la fin, elle m'a regardé dans les yeux. « Madame de Villiers, vous n'êtes pas folle. Vous êtes traumatisée. C'est très différent. Vous allez l'écrire dans votre rapport ? Oui. Et je vais préciser que vous êtes parfaitement capable de gérer vos affaires et que toute mesure de protection serait injustifiée et abusive. » J'ai pleuré de soulagement. Le jour de l'audience est arrivé. C'était un matin de juin. Le ciel était bleu. Les oiseaux chantaient. Je suis entré dans le tribunal de grande instance de Paris, accompagné de maître Girard. J'avais mis ma plus belle robe, celle en soie bleue que je portais autrefois pour les grandes occasions. Je m'étais coiffée, maquillée légèrement. Je voulais avoir l'air digne. Laurent était là, en costume sombre. Il ne m'a pas regardé. Céline était à ses côtés, élégante, glaciale, sûre d'elle. L'audience a duré 2 heures. Maître Mercier, l'avocat de Laurent, a expliqué que j'étais fragile, instable, incapable de discernement, que ma fugue prouvait mon état mental défaillant, que mon fils agissait par amour, pour me protéger. Maître Girard a présenté le rapport psychiatrique, les photos du dossier de Céline, les témoignages de la bénévole et de l'assistante sociale qui attestaient de ma lucidité. Le juge, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux gris coupés courts, a écouté en silence. Puis, elle a demandé à me parler directement. « Madame de Villiers, pourquoi avez-vous quitté votre domicile ?» J'ai pris une profonde inspiration. « Parce que j'avais peur, madame la juge. Peur pour ma vie. Expliquez-moi. » Alors, j'ai raconté, calmement, factuellement, sans pleurer, sans crier. La dépossession progressive, les humiliations, les menaces voilées, la conversation nocturne, la soupe empoisonnée. Laurent a bondi. « C'est faux, ma mère délire, elle invente tout. » La juge lui a lancé un regard glacial. « Maître de Villiers, vous parlerez quand je vous le demanderai. Asseyez-vous. » Il s'est rassis, le visage rouge. La juge s'est tournée vers moi. « Madame, avez-vous des preuves de ces accusations ?»« Des indices, madame. Pas des preuves formelles. Mais je n'ai aucune raison de mentir. Je n'ai rien à gagner. J'ai tout perdu. » Elle a hoché la tête. « Je vais rendre ma décision. » Nous avons attendu dans le couloir. 1 demi-heure, 40 minutes. Puis nous avons été rappelés. La juge a lu son jugement d'une voix claire. Considérant que l'expertise psychiatrique conclut à l'absence de troubles mentaux chez madame Margot de Villiers, considérant que les éléments apportés par monsieur Laurent de Villiers ne sont pas suffisants pour justifier une mesure de protection, considérant qu'il existe des indices sérieux d'une tentative de captation d'héritage et d'abus de faiblesse, la demande de mise sous curatelle est rejetée. En outre, monsieur de Villiers et madame Moreau de Villiers sont tenus de quitter immédiatement le domicile de madame Margot de Villiers, propriétaire légale des lieux. Une ordonnance d'expulsion sera délivrée sous huitaine. Madame de Villiers pourra réintégrer son domicile dès demain, accompagnée des forces de l'ordre si nécessaire. Le silence dans la salle était assourdissant. J'ai regardé Laurent, mon fils, mon bébé. Il était devenu blanc comme un linge. Céline, à côté de lui, avait les mâchoires serrées. Ils ont quitté la salle sans un mot, sans un regard pour moi. Maître Girard m'a serré dans ses bras. « Vous avez gagné, madame. Vous avez gagné. J'ai gagné. Mais pourquoi alors? Avais-je l'impression d'avoir tout perdu? » Le lendemain, accompagné d'un huissier et de 2 policiers, je suis revenu chez moi. La maison était dans un état lamentable. Ils avaient tout saccagé avant de partir. Les meubles renversés, les photos brisées, les murs tagués avec des insultes. Dans le salon, sur le mur blanc qu'ils avaient tant voulu moderniser, ils avaient écrit à la bombe noire « Vieille folle ». J'ai marché dans les pièces dévastées. La cuisine où j'avais cuisiné pendant 40 ans. Le salon où nous avions fêté les Noëls. La chambre où Laurent avait grandi. Tout était détruit, sali, souillé.
Ils avaient tué la maison, comme ils avaient essayé de me tuer. Je me suis assise sur les marches de l'escalier. J'ai sorti la photographie d'Henri de mon sac. Le verre du cadre était brisé, mais la photo était intacte. « Henri », ai-je murmuré, « notre fils est devenu un étranger, un monstre. Comment est-ce possible? Où avons-nous échoué? » Les policiers ont pris des photos. L'huissier a rédigé un constat. Maître Girard a parlé de dépôt de plainte pour dégradation. Mais moi, je ne les entendais plus. J'étais assise sur ces marches d'escalier, dans le silence de ma maison morte, et je pleurais. Je pleurais la fin d'un amour, la fin d'une famille, la fin d'une illusion. J'avais récupéré ma maison, mais j'avais perdu mon fils. Et aucun juge, aucun avocat, aucune décision de justice ne pourrait jamais réparer ça. Les premières semaines après mon retour dans la maison ont été les plus difficiles. J'errais dans les pièces vides, hantée par les fantômes de ma vie d'avant. Chaque objet brisé, chaque mur tagué me rappelait la haine qu'ils m'avaient portée, leur vengeance mesquine, leur cruauté. J'ai passé des journées entières à nettoyer, à frotter les murs, à réparer ce qui pouvait l'être, à jeter ce qui était irrécupérable. Le piano de ma mère avait disparu, vendu bien sûr. Les rideaux en velours émeraude avaient été lacérés. Le vase en cristal de Bohême était en 1000 morceaux. Mais j'ai nettoyé, j'ai réparé, j'ai reconstruit. Parce que c'était tout ce qu'il me restait, cette maison et ma dignité. Un matin, alors que je passais le balai dans le salon, j'ai trouvé quelque chose coincé derrière le radiateur. Une enveloppe, blanche, scellée. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. C'était une lettre, de Laurent, écrite à la main sur du papier à en-tête de son cabinet d'architecture. « Maman, si tu lis ces mots, c'est que notre plan a échoué. C'est que tu as gagné. Félicitations. Je ne te demande pas de me pardonner. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je veux que tu comprennes. Céline. » Céline m'a fait voir les choses différemment. Elle m'a ouvert les yeux sur le fait que j'avais 50 ans devant moi et que je l'ai passé à vivre dans l'ombre de mon père mort et dans la dépendance de ma mère vieillissante. Elle m'a fait comprendre que j'avais le droit d'avoir ma propre vie, ma propre famille, mon propre foyer. Au début, c'était juste ça, juste vouloir de l'espace, de la liberté. Mais les choses ont dérapé. Céline a commencé à suggérer des solutions plus radicales. Et moi, au lieu de dire non, j'ai laissé faire. Je ne sais plus quand je suis devenu cet homme capable d'envisager de détruire sa propre mère pour de l'argent et une maison. Je te dégoûte, je le sais. Je me dégoûte moi-même. Mais je ne reviendrai pas, je ne te demanderai jamais pardon en face, parce que je n'en ai pas le courage. Je vivrai avec ce que j'ai fait. Et peut-être qu'un jour, la vie me fera payer. On récolte toujours ce que l'on sème, n'est-ce pas? C'est ce que tu me disais quand j'étais enfant. Adieu maman. Laurent. J'ai relu cette lettre 10 fois, 20 fois, cherchant entre les lignes un signe de remords sincère, un espoir de réconciliation. Mais il n'y avait rien. Juste la confession lâche d'un homme qui avait choisi la facilité plutôt que l'amour, l'argent plutôt que l'intégrité, une femme manipulatrice plutôt que sa mère. J'ai plié la lettre. Je l'ai rangée dans le tiroir de mon secrétaire, avec les autres documents de cette période sombre. Puis, j'ai pris une décision. Je ne chercherai pas à me venger. Je ne passerai pas le reste de ma vie à haïr Laurent et Céline. Je ne les poursuivrai pas pour les dégradations, pour les humiliations, pour la tentative d'empoisonnement. Parce que la vengeance ne répare rien. Elle ne fait que propager la souffrance. Non, je ferai quelque chose de beaucoup plus puissant. Je vivrai. Je vivrai pleinement, dignement, joyeusement. Je leur prouverai que leur tentative de me détruire avait échoué. Non pas en les combattant, mais en m'épanouissant. J'ai commencé par m'occuper de moi, pour la première fois depuis des années. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur. J'ai fait couper mes cheveux gris dans une coupe courte et élégante. J'ai acheté de nouveaux vêtements. Rien d'extravagant, mais des pièces qui me plaisaient, qui me rendaient belle. J'ai recommencé à cuisiner. Pour moi. Pas par obligation, mais par plaisir. J'ai préparé des plats provençaux de mon enfance. La bouillabaisse, la ratatouille, les calissons. Les odeurs de basilic et d'ail ont à nouveau empli la maison. J'ai ouvert les fenêtres, j'ai laissé entrer la lumière. J'ai acheté de nouvelles plantes vertes pour remplacer celles que Céline avait jetées. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais osé faire. J'ai appelé Maître Girard et je lui ai demandé de m'aider à rédiger mon testament. « Schwitzit, je veux laisser ma maison à une association, lui ai-je dit. Une association qui aide les femmes victimes de violences domestiques et d'abus.
Vous êtes certaine, madame de Villiers? C'est un bien d'une grande valeur. Votre fils, mon fils, a essayé de me voler cette maison de mon vivant. Il ne l'aura pas après ma mort. Il a hoché la tête. Je comprends. Je vais rédiger le document. J'ai signé ce testament un après-midi de juillet, dans le salon baigné de soleil. J'ai senti un poids immense se lever de mes épaules. Laurent ne gagnerait pas, même après ma mort. Ma maison servirait à aider des femmes comme moi, des femmes trahies, manipulées, dépossédées, des femmes qui avaient ni besoin d'un refuge, d'un nouveau départ. C'était ma façon de transformer la douleur en espoir, le mal en bien. Les mois ont passé. J'ai recommencé à sortir. J'ai rejoint un club de lecture du quartier. J'ai rencontré d'autres femmes de mon âge, des veuves, des divorcées, des célibataires. Nous parlions de livres, de voyages, de nos vies. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu des amis. J'ai même repris le piano. J'en ai acheté un d'occasion, moins beau que celui de ma mère, mais qui sonnait juste. Je jouais le soir pour moi, par pure joie. Un jour, alors que je faisais mes courses au marché de Passy, j'ai croisé une ancienne connaissance de Laurent, un architecte avec qui il avait travaillé autrefois. Il m'a salué chaleureusement. « Madame de Villiers, comme je suis content de vous voir. J'ai appris ce qui s'était passé avec Laurent. Je suis navré. Merci. Vous avez l'air en pleine forme, si je puis me permettre. Je vais bien. Je vais même très bien. » Il a hésité, puis a ajouté « Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Laurent, ça ne va pas très fort pour lui en ce moment. Mon cœur s'est serré malgré moi. Que voulez-vous dire? Son cabinet a perdu plusieurs gros contrats. Des clients ont appris ce qui s'était passé avec vous. L'affaire a fait du bruit dans le milieu. Beaucoup refusent de travailler avec lui maintenant. Ils disent qu'on ne peut pas faire confiance à un homme qui trahit sa propre mère. » J'ai baissé les yeux. Je vois. Et apparemment, sa femme, Céline, c'est ça? Elle l'aurait quitté, partie avec un autre. Un producteur de cinéma, je crois. Elle a vidé leur compte bancaire avant de disparaître. Céline l'avait quitté. Bien sûr. Maintenant qu'il n'avait plus rien à offrir, ni maison, ni argent, ni réputation, elle était partie, comme un rat quittant un navire en train de couler. Laurent est ruiné, a continué l'architecte, financièrement et professionnellement. Il a dû fermer son cabinet. La dernière fois que je l'ai vu, il avait l'air brisé. Je suis rentrée chez moi lentement, troublée. Laurent ruiné, Laurent abandonné, Laurent détruit par la femme pour qui il m'avait sacrifié. Une partie de moi, la mère que j'avais été, ressentait de la peine, voulait tendre la main, pardonner. Mais l'autre partie, la femme que j'étais devenue, savait que ce n'était pas à moi de le sauver. Il avait fait ses choix. Il devait en assumer les conséquences. La vie se chargeait de rendre justice, sans que j'aie besoin de lever le petit doigt. Quelques semaines plus tard, alors que je rentrais d'un concert à la Philharmonie, j'ai aperçu une silhouette familière, assise sur un banc près du Trocadéro. Laurent. Il avait maigri. Ses vêtements étaient froissés. Il avait des cernes violets sous les yeux. Il regardait la tour Eiffel illuminée avec une expression de désespoir absolu. Il ne m'a pas vu. Je me suis arrêtée à quelques mètres de lui, caché dans l'ombre d'un arbre. J'ai observé mon fils, cet homme de 40 ans qui avait tout gâché par cupidité et faiblesse, et j'ai ressenti de la compassion. Pas de la pitié, de la compassion. J'aurais pu m'approcher, lui parler, lui dire que je lui pardonnais, mais je ne l'ai pas fait, parce que le pardon ne se donne pas sur commande. Il se construit, il mûrit, il vient quand le temps est venu, et ce temps n'était pas encore arrivé. Peut-être ne viendrait-il jamais. J'ai continué mon chemin, le laissant seul sur ce banc avec ses regrets. Ce soir-là, dans ma chambre, j'ai sorti la photographie d'Henri. Le verre avait été remplacé, le cadre restauré. « Henri », ai-je murmuré, « je crois que j'ai compris quelque chose. On ne peut pas sauver les gens malgré eux. On ne peut pas aimer à la place de ceux qui ont choisi la haine. On peut juste vivre sa vie avec intégrité et laisser la vie faire le reste. » J'ai regardé par la fenêtre. Les lumières de Paris scintillaient dans la nuit. J'avais 72 ans. J'avais perdu mon mari, mon fils, ma famille. Mais j'avais retrouvé quelque chose de plus précieux encore. Moi-même, ma dignité, ma force, ma capacité à choisir la lumière plutôt que les ténèbres. Céline et Laurent avaient essayé de me détruire. Ils avaient échoué. Mieux encore, en essayant de me briser, ils s'étaient brisés eux-mêmes. La vie avait rendu son verdict, sans procès, sans juge, sans avocat,
juste le poids naturel des conséquences. Et moi, je pouvais enfin respirer. 2 ans ont passé depuis cette nuit de Noël où Céline m'avait enfermé dans ma chambre. 2 ans pendant lesquels j'ai reconstruit ma vie, pierre après pierre. Ma maison est redevenue un lieu de vie, de chaleur, de rire. J'y reçois mes amis du club de lecture. J'y donne des cours de cuisine provençale à des jeunes femmes du quartier. J'y vis, tout simplement. Et Laurent? Céline? La vie s'est chargée d'eux, comme je l'avais pressenti. Un après-midi de novembre, alors que je prenais le thé avec Mathilde, une amie du club, elle m'a montré un article dans Le Figaro. « Margot, regardez. N'est-ce pas votre belle-fille » J'ai reconnu le visage de Céline. Mais elle avait changé, vieilli, durci. L'article parlait d'une affaire judiciaire. Céline était poursuivie pour escroquerie et abus de confiance. Elle avait arnaqué son nouveau compagnon, ce producteur de cinéma avec qui elle était partie, en vidant ses comptes et en disparaissant avec l'argent. Mais elle avait été retrouvée, arrêtée, jugée. Elle a été condamnée à 3 ans de prison ferme, a lu Mathilde. Plus une interdiction d'exercer dans le secteur de la communication. Et regardez la photo. Elle a l'air tellement diminuée. J'ai regardé la photo. Cette femme élégante, arrogante, qui m'avait humiliée et traitée de vieille ridicule, était maintenant celle qui paraissait vieille, fatigue, usée, les traits tirés, le regard vide. Elle m'avait traitée de folle. Des années plus tard, j'ai retrouvé ce même regard vide dans cette photo de journal. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Quelle tristesse, a murmuré Mathilde. Finir comme ça? Oui, ai-je dit simplement. Quelle tristesse. Je n'ai ressenti ni joie ni satisfaction, juste une forme de paix, de fermeture. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une autre nouvelle, par le même architecte que j'avais croisé au marché. Madame de Villiers, je pensais que vous aimeriez savoir. Laurent a fait une tentative de suicide. Il est à l'hôpital Sainte-Anne. Mon cœur s'est arrêté. Il va s'en sortir? Oui, il a survécu. Mais il est en psychiatrie. Dépression sévère. Il a tout perdu, vous savez. Son cabinet, sa femme, sa réputation. Il vit dans un studio du 20e. Il survit avec le RSA. Je suis restée silencieuse. Il demande à vous voir, a ajouté l'architecte doucement. Il a laissé un message pour vous à l'hôpital. J'aurais pu y aller. J'aurais pu me précipiter à son chevet, comme autrefois quand il était petit et qu'il tombait malade. Mais je ne l'ai pas fait. Pas par cruauté, pas par vengeance, mais parce que Laurent devait affronter seul les conséquences de ses actes. Parce que ma présence ne le sauverait pas. Seul lui pouvait se sauver. J'ai envoyé une lettre, courte, simple. Laurent, j'ai appris ce qui t'est arrivé. Je suis désolée pour ta souffrance. Mais je ne viendrai pas. Pas maintenant. Peut-être jamais. Tu as fait tes choix. Tu dois maintenant apprendre à vivre avec. Je te souhaite de trouver la paix et le courage de devenir l'homme que tu aurais dû être. Ta mère. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une réponse. Une seule phrase, écrite d'une main tremblante. Je comprends. Pardon. J'ai plié la lettre. Je l'ai rangée à côté de l'autre, dans le tiroir du secrétaire. Puis j'ai continué à vivre, parce que c'était tout ce que je pouvais faire. Vivre, pleinement, dignement, et laisser le temps, cette justice silencieuse, faire son œuvre. Aujourd'hui, j'ai 74 ans. Je suis assise dans mon salon, celui-là même où Céline avait voulu tout effacer. Mais les murs ont retrouvé leur couleur. Les cadres sont revenus. La vie a repris ses droits. Sur la cheminée, la photographie d'Henri me sourit. À côté, j'en ai ajouté une autre, celle de Laurent enfant, tenant ma main, riant aux éclats dans le jardin de la Bastide provençale. Je garde cette photo. Pas pour lui, pour moi, pour me rappeler que l'amour existe, qu'il a existé, même s'il a été trahi, même s'il s'est éteint. J'ai appris quelque chose de terrible et de beau à la fois. On ne peut pas contrôler les choix des autres, même ceux qu'on aime le plus au monde, même son propre enfant. On peut juste contrôler ses propres choix, sa propre dignité, sa propre lumière. J'aurais pu me venger, j'aurais pu poursuivre Laurent et Céline jusqu'au bout, les détruire juridiquement, financièrement, moralement. Mais la vraie victoire n'était pas là. La vraie victoire, c'était de me relever, de me reconstruire, de prouver que leur haine ne pouvait pas éteindre ma joie de vivre, et de laisser la vie faire ce qu'elle fait toujours, rendre à chacun selon ses actes. Laurent vit aujourd'hui dans la solitude qu'il m'avait imposée. Céline vit dans l'enfermement où elle voulait me placer.
Tous les deux ont perdu ce qu'ils convoitaient le plus: l'argent, le statut, la liberté. Moi, j'ai retrouvé ce que j'avais perdu: ma paix intérieure. Parfois, je pense à Laurent. Je me demande s'il pense à moi, s'il regrette vraiment, s'il aurait pu être différent. Mais ce sont des questions sans réponse, et j'ai appris à vivre avec le mystère, avec l'incomplétude, avec le fait que certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Elles deviennent juste des cicatrices qu'on apprend à porter avec grâce. La semaine dernière, j'ai reçu une invitation. L'association à qui je lèguerai ma maison organisait un gala de charité. Ils m'ont demandé de prendre la parole, de raconter mon histoire. J'ai accepté. Devant 150 personnes, j'ai raconté. Pas tout, juste l'essentiel. Comment j'avais failli tout perdre. Comment j'avais trouvé la force de me battre. Comment la justice, la vraie justice, n'est pas celle des tribunaux, mais celle du temps et de l'intégrité. À la fin, une jeune femme est venue me voir. Elle pleurait. « Madame, merci. J'avais besoin d'entendre ça. Ma belle-mère, elle essaie de me faire partir, de prendre ma place. Votre histoire m'a donné du courage. » Je lui ai pris les mains. « Ne vous laissez jamais voler votre dignité. Jamais. C'est la seule chose que personne ne peut vous prendre si vous ne la donnez pas. » Elle a hoché la tête, les yeux brillants. Et j'ai compris que c'était ça, le sens de tout ce que j'avais vécu. Transformer la douleur en sagesse, l'épreuve en leçon, le mal en bien. Ce soir, je vais préparer une ratatouille, comme ma grand-mère me l'avait appris il y a 60 ans. Je vais mettre la table pour mes amis qui viennent dîner. Je vais ouvrir une bouteille de rosé de Provence, et je vais rire, vivre, savourer chaque instant, parce que j'ai 74 ans et je suis libre. Libre de la peur, libre de la rancœur, libre d'être moi-même. Laurent et Céline voulèrent ma fin. Ils ont créé mon renaissance. Et pour ça, d'une certaine manière, je leur suis presque reconnaissante, parce qu'ils m'ont appris que la véritable force n'est pas dans la domination, mais dans la résilience. Que la véritable victoire n'est pas d'écraser l'autre, mais de rester debout. Que la véritable justice n'est pas la vengeance, mais l'équilibre naturel de la vie. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à trouver le courage de partir, de se battre, de se relever, alors tout cela aura eu un sens. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.